Alors, Secret d'Histoire est une émission qui passe en France en prime time sur France Télévisions et qui est présentée et animée par le présentateur Stéphane Bern, que beaucoup peut-être connaissent. Et c'est une émission qui est consacrée à l'histoire, pas seulement à l'histoire de France, à l'histoire de l'Europe, du monde, à travers la vie de personnages emblématiques de différentes époques de notre histoire. Et nous traitons en général aussi bien des rois, des empereurs, des écrivains, des artistes, toutes sortes de personnages qui ont marqué leur temps, qui ont marqué l'histoire, avec l'aide d'historiens qui interviennent, la visite de lieux extraordinaires, des châteaux publics, dont on se fait ouvrir la porte des endroits parfois fermés à la visite, mais aussi des châteaux privés qui sont difficiles à visiter. Et chacun de ces personnages nous permet de voyager dans l'histoire du monde. Cette émission a beaucoup de succès, elle est regardée par des millions de téléspectateurs, c'est même devenu une marque sur l'histoire. Et c'est pour cette raison que nous avons d'ailleurs créé une plateforme sur Internet, secretdhistoire.tv. C'est au fond une chaîne sur Internet qui permet très facilement, en s'abonnant, avoir accès à toutes les émissions de Secret d'Histoire qui existent déjà, c'est-à-dire depuis plus de 10 ans, à peu près 150 émissions, un peu plus de 150 émissions. Et cette plateforme est aussi l'occasion de découvrir d'autres programmes inédits, des jeux, des quiz, enfin toutes sortes de choses qui ont été créées sur cette plateforme, Secret d'Histoire.tv. Cette plateforme, elle est accessible dans le monde entier. Secret d'Histoire est une émission qui est principalement diffusée en France. Aujourd'hui, on a décidé de parler un petit peu avec vous de Jean de La Fontaine. On a une première question, c'est plutôt deux questions en une d'ailleurs. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de parler de Jean de La Fontaine et comment est-ce que vous choisissez les personnages de Secret d'Histoire? Bon, déjà, je voudrais saluer tous les Français et tous les francophiles qui nous regardent. J'ai vu que beaucoup de messages venaient du Canada, du Québec, de Montréal, mais aussi des États-Unis et d'Amérique du Sud. Donc, c'est très passionnant de parler avec vous, de dialoguer avec vous aujourd'hui. Comment nous choisissons ces personnages? Prenons l'exemple de Jean de La Fontaine. Jean de La Fontaine, c'est un monument. C'est un monument de la littérature au XVIIe siècle, mais c'est un monument de la littérature universelle tout court. Et il est évident que quand nous fêtons là les 400 ans de la naissance de La Fontaine, il est né le 6 juillet 1621, et il est évident que ce qu'il a apporté à la littérature, c'est un poète, c'est un fabuliste, c'est un personnage extraordinaire. Il n'a pas inventé les fables, hein, évidemment, comme on l'a dit. Là, vous avez vu quelques minutes d'un Secret d'Histoire qui dure 1h50. Il ne les a pas inventés, mais il les a ressuscités. Et il leur a donné peut-être ce côté pédagogique. D'ailleurs, une partie des fables est dédiée au grand dauphin, le fils de Louis XIV, car elles ont évidemment une vertu pédagogique, ces fables. Elles expliquent, elles donnent des leçons de vie et elles racontent tous les travers de l'humanité. Donc, il est évident que La Fontaine, comme beaucoup d'autres, a marqué profondément son temps jusqu'à nous. Et donc, nous choisissons des personnages qui ont soit une notoriété telle qu'on croit tout savoir d'eux, on croit connaître la vie de A à Z de ces personnages, mais d'abord, les souvenirs scolaires sont loin. Ensuite, ils ne sont pas toujours appropriés à nos demandes d'aujourd'hui. Et aussi, il y a des personnages qui ne sont pas très célèbres, mais qui ont marqué longtemps les seconds rôles, au fond, de l'histoire. Donc, on ne fait pas seulement la place aux rois, aux reines, aux empereurs, mais aussi à des personnages de second rang, apparemment, et qui ont eu une vie romanesque, passionnante. On choisit aussi les personnages en fonction des lieux qu'ils vont nous faire visiter, parce que c'est formidable de faire vivre l'histoire dans les lieux mêmes où elle s'est déroulée. C'est pour cette raison que très souvent, dans le cas par exemple de La Fontaine, on va aller à Château-Thierry, la maison où il est né, qu'il a dû vendre ensuite parce qu'il a eu beaucoup de problèmes d'argent à la fin de sa vie. C'est un personnage qui avait aussi un côté très libertin et très dépensier, qui avait un grand mépris pour les choses les choses terrestres, l'argent, etc. Et qui a dû vendre sa maison de famille. Mais on va aller aussi au château de Vaux-le-Vicomte, parce que vous le verrez dans cette émission,
Fouquet a eu une importance considérable dans la vie de La Fontaine, ça a été son mécène, ça a été l'homme pour lequel il a travaillé, il était employé par Fouquet pour écrire des fables de circonstances. Alors, les fables de circonstances, c'était des fables qui traitaient, qui illustraient les grands moments de la vie, de ce qui se passait à Vaux-le-Vicomte. Et il était en train d'écrire Le Songe de Vaux, un hymne, ce château merveilleux qui va préfigurer Versailles, quand Fouquet a été arrêté sur ordre de Louis XIV après cette fameuse fête de Vaux-le-Vicomte qui a sonné le glas de la vie politique et de la vie tout court d'ailleurs de Fouquet. Il a perdu son protecteur. Donc voilà, il y a des vies romanesques, il y a des personnages incontournables, et ça nous emmène aussi bien chez le tsar de toutes les Russies que la reine Victoria ou que, évidemment, Léonard de Vinci. Alors, il y a une question qui est intéressante, puisqu'on a quasiment tous étudié La Fontaine, c'est à partir de quand est-ce qu'on a introduit les fables de La Fontaine à l'école? C'est quand même le début du XXe que les enfants commencent à vraiment apprendre La Fontaine à l'école. Et il y a beaucoup de gens qui ont une théorie un peu différente et qui pensent que La Fontaine ne fait pas forcément pour les enfants. En tout cas, qu'on peut le lire avec des yeux différents en fonction de l'âge de notre vie. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est la thèse du comédien Fabrice Lucchini qui nous dit dans l'émission que pour lui, les fables de La Fontaine ne sont pas faites que pour les enfants. En tout cas, il considère, et je suis un peu le même avis, qu'il faut déjà, bien sûr, c'est très bien si les enfants lisent les fables de La Fontaine, il y en a quelques-unes qui sont très accessibles, mais pour la plupart d'entre elles, il y a un tel non-dit, et il y a une telle philosophie profonde derrière ces fables apparemment légères, qu'il vaut mieux avoir un peu plus de maturité. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on peut parler de plagiat ou est-ce qu'il est honnête quand il écrit les fables? C'est une question qui nous parvient. Alors, la question du plagiat des fables de La Fontaine est une question très intéressante. En vérité, on dit qu'il a plagié Ésope. Ésope était un fabuliste grec qui a vécu à 370 avant Jésus-Christ et qui effectivement écrivait des fables aussi connues que La Cigale et la Fourmi, Le Corbeau et le Renard, les fables, les 2 ou 3, 4 les plus connues du top 10 des fables de La Fontaine viennent d'Ésope. Moi, je ne dirais pas que c'est un plagiat, il s'est inspiré du travail d'Ésope pour le revisiter complètement et créer une œuvre parfaitement originale. Le travail de La Fontaine est original, même s'il s'est inspiré parfois, pas pour toutes, mais parfois, des fables d'Ésope. Et d'ailleurs, Lucchini le dit très dans l'émission, il dit que le style d'Ésope est très lourd, le style de Fontaine est beaucoup plus théâtral, beaucoup plus imagé, beaucoup plus léger, beaucoup mieux écrit qu'Ésope. Il y a une autre question qui nous est parvenue aussi pendant le reportage, c'est comment est-ce que Jean de La Fontaine a fini sa vie? Il est entré finalement à l'Académie française, il a connu le succès assez tard. Ben, il a fini sa vie de manière assez triste, parce que d'ailleurs, sa vie personnelle est jalonnée de haut et de bas, comme souvent les écrivains ou les artistes. C'est-à-dire que tant qu'il était protégé par Fouquet, la vie allait bien. Du moment où Fouquet a été arrêté par Louis XIV, il a défendu Louis XIV. Certains disent qu'il ne l'a pas assez défendu. Mais il l'a défendu, il a écrit des textes, il a écrit au roi pour essayer de le défendre et de le sauver, mais malheureusement, le cas de Fouquet était entendu déjà bien avant son procès, et Colbert avait dit tout ce qu'il fallait au roi pour accabler Fouquet. Donc c'était impossible de sortir du trou où Louis XIV l'a plongé. Mais c'est vrai qu'ensuite, il est allé de protecteur en protecteur. Alors ensuite, parce que bon, sa première femme, il l'a délaissée complètement, il a eu un fils, Charles, mais ensuite il a délaissé sa première femme, et il est allé ensuite sous la protection de la duchesse d'Orléans. La duchesse douairière d'Orléans, c'était une femme très puissante, qui vivait au palais de Luxembourg, qui est aujourd'hui le siège du Sénat à Paris. Et là, il a pu s'anoblir, c'est-à-dire qu'il est devenu gentilhomme de la duchesse d'Orléans. Alors lui qui n'avait pas de titre nobiliaire, il a pu là acquérir ce titre. Et il était sous la protection de cette duchesse douairière. Mais malheureusement, elle va mourir assez rapidement aussi. Et il va enfin trouver la protection dans la maison de Marguerite de la Sablière,
qui était une femme qu'il avait connue dans sa jeunesse, était mariée à un très riche financier et qui va l'aider et l'accompagner jusqu'à sa mort. Mais là aussi, il a l'art de plaire et de déplaire, et il est très insolent, il est irrévérencieux, il est insolent, et il ne se fait pas que des amis, bien sûr. Il y a aussi cette affaire des contes érotiques. Vous savez qu'il a commis ce que l'on appelait autrefois des contes licencieux, c'est-à-dire des contes érotiques qui lui ont interdit un temps l'Académie française. L'Académie française a voulu les lire une première fois, et là, Louis XIV a mis son veto. Alors, on a donné comme argument, c'est que le roi, encore aujourd'hui, le président de la République, est protecteur de l'Académie française, et il ne suffit pas d'être élu par les académiciens français qui vous élisent académiciens, il faut encore que le chef de l'État approuve cette élection. Et dans le cas de La Fontaine, Louis XIV s'y est opposé. Alors, il y avait dans cette décision, évidemment, le ressentiment du roi pour les prises de position de La Fontaine défendant Fouquet. Il y avait l'affaire des comptes licenciés qu'il avait comment dirais-je, qu'il avait écarté, enfin qu'il lui avait valu la vindicte de l'Église, il faut bien le dire, ça c'était évidemment quelque chose qu'ils n'ont pas apprécié, bien qu'il était lui-même très, très chrétien. Et enfin, à l'occasion d'une deuxième élection, il est élu à l'Académie française. Bon. Mais ça ne le rend pas riche pour autant. Et là, il a une vie aussi, dans le passé, de libertinage assez grande, il dépense beaucoup, et il se retrouve finalement dans une chambre fournie par Madame de Sapierre, où il va mourir quasiment seul, avec peu de moyens, et il va entrer dans une agonie qui va durer 2 ou 3 ans, on dit qu'il est mort de la tuberculose, je ne sais pas si c'est exactement le mal qui l'a tué, mais toujours est-il qu'il est mort, abandonné de tous, lui qui avait connu la gloire du palais de Luxembourg, la gloire du Vicomte, la gloire de Versailles un temps. Bon, il est mort abandonné, seul, comme il l'a écrit souvent dans ses fables, attention au pouvoir qui peut, du jour au lendemain, s'échapper sous vos pieds. Il y avait une question aussi sur l'inspiration, si je puis dire, de Jean de La Fontaine. C'est la comédie humaine, finalement, il parle de plein de sujets différents dans cette fable. Il parle de la vie, il parle de la société humaine, il parle essentiellement de l'injustice, de la vulnérabilité des petits devant les grands, de la difficulté de survivre dans un monde où les puissants ont tous les pouvoirs, que vous soyez puissants ou misérables, hein, le jugement du cours dans le noir. Voilà, c'est un formidable, comment dirais-je ça, un formidable peintre de la nature humaine, avec tous ses vices et toutes ses qualités. Il y avait une autre question qui n'a pas tout à fait de rapport avec Jean de La Fontaine, mais avec Secret d'Histoire et d'une manière plus générale, quelqu'un qui m'a remercié pour nos émissions. On a parfois tendance à penser que Secret d'Histoire traite de rois et de reines, mais Jean de La Fontaine en est la preuve, pas seulement. Il y a des personnages de tout le spectre, si je puis dire, des hommes politiques, des artistes, etc. C'est vaste. Oui, bien sûr. On ne parle pas que des rois et des reines. Il est évident que dans un pays comme la France, la monarchie, si on regarde l'histoire de France de Vercingétorix à aujourd'hui, il y a eu plus de temps, comment dirais-je, occupé par la monarchie que par la République. Hein. Donc évidemment, quand on fait le tour des époques, on tombe sur des rois, des reines, sur des maîtresses qui ont un rôle très important. D'ailleurs, une partie des fables de La Fontaine est dédiée à Madame de Montespan, qui était la maîtresse de Louis XIV. Et on a fait une émission sur Madame de Montespan qui est d'ailleurs assez remarquable. Madame Pompadour n'est pas simplement une maîtresse. Alors on peut considérer que c'est un aspect frivole de l'histoire de France. Non, Madame de Pompadour a un rôle considérable. Elle a fait faire aussi pas mal d'erreurs à Louis XV. Donc elle a eu un rôle politique, même si elle n'avait aucun rôle sur les papiers, son influence a été considérable. Elle a fait des choses bien, la manufacture de sel, etc. Elle a fait bien, notamment à l'égard du Canada. Mais oui, il y a des personnages, mais on fait toutes sortes de personnages, on ne fait pas que des rois et des reines. On a fait des émissions sur la Révolution française, sur Danton, sur les femmes de la Révolution, Victor Hugo, George Sand, Mozart, une quantité d'hommes et de femmes qui ont
simplement marquer notre histoire au sens large. Il y a quelqu'un qui me demande à l'instant aussi, je connais Secret d'Histoire, est-ce vraiment simple de retrouver l'émission et de la regarder? C'est vrai que c'est une émission française, mais maintenant, avec la plateforme... Mais c'est pour cette raison que nous avons fait cette plateforme secretdhistoire.tv. Donc c'est très simple d'aller sur Internet, de taper secretdhistoire.tv, et là, on vous indique comment vous abonner, et vous avez accès à 150 émissions de près de 2 heures chacune, qui racontent de manière vivante la vie de personnages remarquables, mais qui aussi fait visiter des lieux exceptionnels. Donc c'est à la fois une émission sur le patrimoine mondial et sur les gens qui y vont habiter. Une autre question sur La Fontaine, comment pouvons-nous le comparer avec Boileau et La Rochefoucauld, qui sont aussi des moralistes? Bon, alors ça, je laisse ça aux spécialistes. Moi, je ne suis pas un spécialiste de Boileau et de La Rochefoucauld. Je sais que Boileau et La Fontaine étaient très amis, puisque La Fontaine a, je crois, succédé à Boileau dans son fauteuil. En tout cas, ils ont fait campagne ensemble pour l'Académie française. Mais je pense que la principale originalité, c'est la fable. C'est-à-dire qu'il a quand même, on l'a dit, il ne l'a pas créé. C'est un genre qui existait mais qui était tombé en désuétude, et il en a fait un genre universel, extraordinaire, facile d'accès, capable d'être lu par tous. Et ça, c'est quand même une originalité que les autres écrivains n'ont pas. Et il faut leur rendre justice là-dessus. Quelqu'un qui nous dit merci, je rate rarement Secret d'Histoire sur TV5 et quelle bonne idée cette web conférence. D'ailleurs, l'émission sur Jean de La Fontaine a beaucoup plu au public. Selon vous, vous êtes producteur de l'émission, qu'est-ce qui peut expliquer ça? C'est le fait que ça fait appel justement à quelque chose que tout le monde connaît. On a tous quand même de La Fontaine dans la tête. Mais La Fontaine, on peut le comprendre facilement, ça fait partie de notre héritage culturel proche et universel. Pour tous les autres personnages, et le goût pour l'histoire, de manière générale, je crois qu'il a toujours été présent partout. Mais je dirais qu'en ce moment, dans les périodes de crise, crise politique, crise sanitaire, etc., les gens perdent un peu leurs repères, on se réfugie un peu dans l'histoire, soit pour y trouver une consolation, soit pour avoir une petite même une part de rêve, parce qu'on idéalise un peu toutes ces époques, mais aussi pour retrouver ses racines, tout simplement. Combien de temps vous prend la réalisation d'un épisode? Car il semble qu'il y a vraiment beaucoup de recherches derrière chaque émission, c'est impressionnant. Combien de temps ça prend à faire un Ça prend plusieurs mois, environ 6 mois, parce qu'il faut évidemment d'une part lire et s'imprégner de tout ce qui a été écrit de sérieux sur un personnage. Ensuite, il faut repérer les lieux, filmer, obtenir des accords. Ce n'est pas toujours très simple d'aller se faire ouvrir des palais à l'étranger, en Russie, en Chine, ou je ne sais où, comme on a pu le faire. Et puis, évidemment, trouver les témoins, les historiens, etc. Donc ensuite, il y a le tournage, le montage, la fabrication d'une émission classique, mais enfin, la préparation est assez longue. Comment regarder l'émission depuis les États-Unis? Alors, je précise que ce n'était pas forcément possible avant, sauf si vous aviez TV5 Monde. Désormais, c'est possible de regarder l'émission depuis les États-Unis ou n'importe où dans le monde. D'ailleurs, il y a un site qui s'appelle www.secretdhistoire.tv où vous pouvez vous inscrire et retrouver toutes les émissions, plus des programmes inédits qui sont pensés tous les jours et qui ont le prisme de l'histoire. Il y a des jeux, des quiz interactifs, il y a plein de choses que vous pouvez retrouver tous les jours. Vous avez plusieurs centaines d'heures de programmes historiques, donc il y a quand même de quoi faire. Merci pour votre émission. Vous venez de dire que le Secret d'Histoire permet de retrouver ses racines, comme c'est vrai, d'autant plus vrai pour des Français installés à l'étranger. C'est vrai, c'est une manière aussi de voir la France depuis l'étranger, le Secret d'Histoire. Mais je pense que oui, c'est vrai pour les Français qui vivent à l'étranger, bien sûr. C'est un moyen de garder un lien avec notre histoire, avec notre patrimoine. Et aussi pour les étrangers francophiles, c'est-à-dire les gens qui aiment notre histoire et qui veulent en savoir plus. Alors, on me demande de répéter le site parce qu'apparemment, il y a un problème de son. Le site, c'est www.secretdhistoire, tout attaché, .tv.
Est-ce que ce programme sera visible en différé? Oui, un lien vous sera envoyé et vous pourrez voir ce programme en différé. Et si vous voulez prolonger le plaisir, si je puis dire, de l'émission, vous pouvez aller sur le site pour voir la totalité de l'émission consacrée à Jean de La Fontaine, car comme Jean-Louis le disait, vous avez vu un extrait, malheureusement, on n'a pas pu tout vous montrer. On serait ravi que vous puissiez découvrir l'émission dans son intégralité. Donc, c'est secret au pluriel, c'est la question aussi. De toute façon, vous aurez dans le mail qui vous sera envoyé à la fin de cette conférence un lien où vous pourrez cliquer pour pouvoir retrouver ce site de Secret d'Histoire. Jean-Louis, vous avez créé Secret d'Histoire. La question peut paraître simple, mais pourquoi est-ce que vous avez voulu créer Secret d'Histoire à la télévision? D'abord parce qu'il n'y avait plus d'émissions, d'abord par goût personnel, par goût pour l'histoire, et ça faisait longtemps que j'essayais seul, puis ensuite avec Stéphane Bern, on a essayé de convaincre plusieurs chaînes avant de faire Secret d'Histoire. Mais c'était compliqué. Et pourquoi on a insisté? C'est tout simplement qu'il y a eu un temps, très longtemps, où la télévision diffusait des émissions d'histoire. Et puis, ça a été abandonné, on ne sait pas pourquoi. Il y avait des émissions d'Alain Decaux, il y avait, pour les plus âgés qui s'en souviennent, La caméra explore le temps, il y avait des émissions formidables d'histoire autrefois à la télévision, et quelqu'un a décidé, on ne sait pas qui, et il ne se dénoncera pas aujourd'hui, puisque c'est pas l'histoire de succès, mais il y avait quelqu'un qui avait décidé, qui avait une relative importance à la télévision, que l'histoire, c'était une niche, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire un truc qui intéresse très peu de gens. Eh bien, Secret d'Histoire en prime time, c'est important, c'est-à-dire à 20h50 en France, c'est-à-dire à l'heure où la concurrence est la plus grande sur les autres chaînes, eh bien, nous arrivons à faire des succès considérables. Donc, parfois, les émissions sont rediffusées, elles ont tout autant de succès, mais pas plus. Par conséquent, il y a bien une appétence, un goût pour l'histoire, et ça, c'est ça aussi qui m'a décidé à sauter le pas. Voilà. Quelqu'un qui nous dit que La Fontaine a-t-il tué le genre de la fable? La plupart de ceux qui ont tenté ce genre après lui n'ont eu guère de succès. C'est vrai que c'est pas facile, oui. Mais en tout cas, il y a des choses qui nous restent en tête. Est-ce que vous, il y a une fable qui vous reste en tête, ou en tout cas une que vous pourriez conseiller de lire ou qui vous plaît particulièrement? Il y en a une qui est magnifique, mais que je ne peux pas vous raconter par cœur, vous citer par cœur, parce que je ne la connais pas par cœur, qui est Le Lion amoureux, que Fabrice Lucchini va dire dans l'émission, à la fin de l'émission. C'est pour ça que je renvoie tout le monde à regarder l'émission dans son intégralité. Le Lion amoureux, c'est formidable, c'est une fable qui raconte qu'un malheureux lion est amoureux d'une bergère et que le père de la bergère voudrait bien que sa fille épouse le lion, mais enfin, il est quand même effrayé par cette perspective. Alors il demande au lion de se limer les griffes parce qu'il va lui faire mal, de se limer les dents parce que les baisers seront trop violents. Finalement, le lion, qui est tellement amoureux, accepte de se faire enlever les griffes, de se faire enlever les dents. Et à la fin, le malheureux lion n'a plus d'armes sur lui. Et évidemment, comme dit La Fontaine, on lâcha des chiens. Il fit très peu de résistance. Amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu, Prudence. Il n'y a pas grand-chose à dire après ça. Mais il y a une autre question, comme bien, en raison de l'opposition du roi, les fables ont-elles été mises sous le boisseau pendant quelque temps après la mort de La Fontaine? Alors, elles ont même été un peu mises sous le boisseau de son vivant, mais aussi après sa mort. C'est vrai qu'elles ont réapparu beaucoup au XIXe siècle, ensuite au XVIIIe, à la fin du XVIIIe et du XIXe. Mais c'est vrai qu'il a subi une espèce d'autocensure, je ne sais pas comment appeler ça, mais voilà. Et aussi le fait que les contes licencieux lui avaient fait une très mauvaise presse dans une partie de l'opinion. Mm-hmm. Une dame demande des États-Unis, une enseignante dit mais comment je peux expliquer à mes élèves que La Fontaine n'a pas plagié Ésope? Mais comme je le disais tout à l'heure, il suffirait de lire à vos élèves une fable d'Ésope, La cigale et la fourmi, le lièvre et la tortue, et de lire aussi la fable de La Fontaine. Je crois que ce sera un exercice très intéressant de lire les deux. Et on voit tout de suite que La Fontaine s'est inspirée d'Ésope, mais que le style de La Fontaine, or la littérature c'est quand même un style, le style de La Fontaine porte tout, alors qu'Ésope c'est vraiment rasoir. Donc il s'est inspiré, mais il a créé une œuvre originale. Et il y a ainsi beaucoup d'artistes qui s'inspirent
de l'Antiquité ou qui s'inspirent de musique ancienne. On a un exemple très frappant qu'on peut dire à des élèves, c'est Serge Gainsbourg. Serge Gainsbourg est un créateur formidable, un chanteur extraordinaire, un auteur de musique et de paroles extraordinaires, mais il s'est beaucoup inspiré, notamment dans de musique classique, et beaucoup de ses chansons reprennent des mélodies qui sont dues à Debussy, à d'autres, etc. Et ça ne fait pas pour autant de Gainsbourg un plagiaire. Gainsbourg est un génie de la chanson française, il le restera. La notoriété de Stéphane Bern dépasse les frontières parce qu'on nous demande aussi, mis à part la présentation de l'émission, est-ce que Stéphane Bern est impliqué dans le choix des personnages? Comment est-ce que ça se décide? Oui, on se réunit avec Stéphane et on propose chacun une liste de personnages et il y a une discussion ensemble et on tombe toujours d'accord et chaque année on présente à la chaîne une liste qui est une présentation qu'on a établie ensemble de 12 personnages à peu près par an, presque un par mois. Il y a déjà pas mal de secrets d'histoire, mais est-ce qu'il y a encore des personnages que vous n'avez pas traités et que vous rêveriez de traiter? Plein, il y a de quoi faire des secrets d'histoire jusqu'à notre mort à tous, parce qu'il y a tellement de personnages historiques, d'artistes, d'architectes. Regardez, on a fait une émission sur Vauban, qui est un personnage formidable, qui a fait toutes les forteresses à l'époque de Louis XIV en France et ailleurs. Et c'est un personnage que les gens ne connaissaient pas très bien. Et c'est une émission qui a eu un énorme succès, qui nous a permis de voyager à travers la France, de Belle-Île à Besançon. Voilà. J'aime beaucoup le livre de secrets d'histoire. J'adore l'épisode sur Victor Hugo. Et effectivement, il y a beaucoup de personnages. Il y a aussi des personnages étrangers, parce qu'on nous parle beaucoup de personnages français là, mais il y a aussi des personnages étrangers. Énormément. On a fait un secret d'histoire, par exemple, sur la dernière épouse du Maharaja de Jaipur, qui s'appelle la Maharani de Jaipur, et qui est une femme tout à fait extraordinaire. L'émission se passe intégralement dans les palais indiens. On a fait un secret d'histoire sur Maria Callas. On a fait un secret d'histoire sur les aventuriers, sur les artistes. Nous en préparons actuellement sur Vivaldi, sur Chateaubriand, sur Jean-Jacques Rousseau. On a fait une émission sur Voltaire, qui est passée récemment. Voilà, des écrivains, des philosophes qui ont marqué leur temps, des artistes, et parfois des politiques, mais rarement. On a fait une émission sur le général de Gaulle, sur Churchill. Voilà. C'est la première fois qu'on parle en direct à l'étranger à des passionnés d'histoire, des gens qui regardent ou pas Secrets d'Histoire d'ailleurs. Et c'est assez émouvant, en tout cas ça nous fait plaisir, parce que c'est une émission qui traverse les frontières. Et on est content avec cette plateforme de pouvoir aller toucher d'autres cœurs et d'autres publics, parce que ça ne va pas uniquement en France. De tous les personnages présentés, lequel vous a le plus marqué et pourquoi? Ce n'est pas une question facile. Je les aime toutes ces émissions, c'est difficile d'en choisir une, mais peut-être l'émission sur Raphaël, peut-être, voilà, l'émission sur Raphaël, qui est une émission merveilleuse, c'est un peintre extraordinaire, on a pu filmer à la fois au Vatican, à la fois dans les palais romains. Le destin de Raphaël est extraordinaire, c'est quand même le seul peintre qui est enterré au Panthéon de Rome. Et sur le plan humain, comme sur le plan artistique, c'est une très belle émission. Y a-t-il eu des lieux auxquels vous n'aviez pas pu accéder et qui vous ont empêché de tourner l'épisode? Franchement, non. Je ne vois pas de lieu qui nous a été interdit. On a fait un secret d'histoire à l'Élysée, on en a fait à Clarence House, dans la maison du prince Charles. On en a même fait à Balmoral, qui est un endroit en général totalement interdit, parce que nous avons fait un secret d'histoire sur la reine Elisabeth II, qui est un des rares personnages vivants que nous ayons traités, puisqu'en général, on traite des personnages qui sont entrés dans la légende. Mais Elisabeth II, elle fait partie déjà de notre histoire contemporaine. Donc on a tourné dans des lieux un peu partout, et dans les palais royaux espagnols, dans les palais italiens. On n'a jamais eu vraiment de porte qui se fermait définitivement. C'est parfois compliqué. Évidemment, le fait de voir arriver des caméramens, des techniciens, etc., dans des endroits où il y a énormément d'œuvres d'art. Enfin, on est respectueux. Puis maintenant, on est précédé quand même d'une réputation. On sait que c'est une bonne émission, que c'est une émission de référence. Donc en général, on nous accueille bien.
Travaillez-vous avec une équipe d'historiens pour trouver et vérifier votre information? Bien sûr, bien sûr. Chaque personnage est traité par un rédacteur en chef, différent pour chaque émission, et ce rédacteur en chef est en relation constante avec les biographes les plus autorisés, les plus connus, qui ne sont pas discutés, parfois les historiens ne sont pas d'accord sur tel ou tel sujet, mais s'il y a des conflits, on les expose en public, on dit voilà, tel historien pense que c'est ça, tel autre pense que c'est ça, mais enfin, on essaie de... On ne nous a jamais accusé jusqu'à présent d'une erreur historique. Donc, voilà, on en est assez fiers. Aujourd'hui, l'émission, elle vit au-delà même de l'émission, puisqu'il y a cette plateforme, il y a aussi des livres, des DVD, etc. C'est une espèce de club de passionnés de l'histoire, en tout cas. Oui, oui, c'est devenu presque une famille d'amateurs d'histoire qui lisent le journal, qui sont maintenant abonnés à secretdhistoire.tv, qui sont des fidèles de l'émission, qui nous suivent aussi sur Facebook, sur YouTube ou Instagram. Et oui, c'est tout un monde, et on se rend compte que l'histoire réunit une quantité de gens très différents, et pas que des gens âgés, comme je l'entends souvent, mais des gens, bien que je n'ai rien contre les gens âgés, étant moi-même plus proche du cimetière que du baptême. Donc, il est évident qu'il y a beaucoup de jeunes, énormément de jeunes qui se passionnent pour l'histoire. On le voit sur Internet, ce sont des gens, les abonnés de la plateforme sont des gens très jeunes, et donc ça touche toutes les générations. Alors, il y a une question qui vous concerne vous plus particulièrement. Est-ce que vous avez fait des études d'historien, car on sent votre amour de l'histoire à vous entendre parler? Ben, ça me fait plaisir, mais je n'ai fait aucune étude d'histoire. Je me suis lassé des études après m'être inscrit à la faculté, après mon baccalauréat. Et c'était une période où il y avait énormément d'agitation dans les facultés. C'était après mai 68, etc., etc. Et bon, moi, je me suis documenté moi-même. Donc, j'ai lu beaucoup et je continue de lire énormément. Voilà. Mais je ne suis pas compétent, je ne suis pas un historien. Je suis un passionné d'histoire, c'est vrai. Je ne suis pas un historien. J'essaye d'être curieux de tout. J'ai des limites aussi énormes, des lacunes énormes, parce qu'on ne peut pas être compétent dans toutes les époques. Donc on s'appuie sur des historiens qui sont des spécialistes, notamment de l'Antiquité romaine. J'en ai pas parlé, mais on a fait beaucoup d'émissions sur l'Antiquité, sur Alexandre le Grand, sur Agrippine, sur Néron, sur les Égyptiens également, Ramsès II, Toutankhamon, Néfertiti, Cléopâtre. Donc tout ça, on ne peut pas avoir une compétence universelle, c'est impossible. Mais il y a des historiens pour chaque période qui nous renseignent. On est ravis de vous avoir parmi nous et de voir votre curiosité. Encore une fois, c'est pour ça qu'on a créé une plateforme, justement, c'est pour vous rendre la possibilité d'accéder à tous ces contenus, à tous les épisodes de Secrets d'Histoire. Et on est ravis de voir qu'il y a de plus en plus de Français de l'étranger qui se connectent à cette plateforme, ou de francophiles et d'amoureux de la France, hein, pas forcément que des Français de l'étranger. Encore une fois, vous pouvez y retrouver plein de choses tous les jours. Alors, il y a une dernière question, Jean-Louis, ça va être la dernière. Elle n'a pas tout à fait de rapport avec notre émission, mais elle a un rapport avec le vase qui est juste derrière nous, parce que quelqu'un nous demande l'origine de ce vase qui, manifestement, fait beaucoup d'effets. Ah, alors en fait, vous n'en voyez qu'un, mais il y a une paire de vases. Ce sont des vases que je ne crois pas sont très très anciens, ils sont, disons, du début du 19e siècle. Alors voilà, la question touche précisément un sujet dans lequel je suis totalement nul, qu'est la céramique chinoise et les arts chinois. Je ne connais rien, j'ai posé ça chez moi parce que je les trouve très belles, mais ne m'en demandez pas plus. Bon, écoutez, c'est déjà pas mal. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir retrouvés. On espère que malgré parfois des problèmes de connexion ou de son pour certains, vous avez pu profiter et en apprendre un peu plus sur Jean de La Fontaine et puis sur l'émission. Merci Jean-Louis d'avoir répondu à nos questions. Et puis vous recevrez dans tous les cas un mail avec le lien pour revoir cette conférence et puis aussi pour découvrir notre univers secretdhistoire.tv si vous le souhaitez. Merci à vous.